Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire du FC3R. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Jouvert. Il est vétérinaire responsable de la cellule des animaux utilisés à des fins scientifiques, la cellule AFIS, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Espace. Il va présenter des rappels réglementaires. Et merci Christophe d'être ici. Et maintenant, je donne la parole à Christophe. Merci beaucoup. Merci Susanna. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là. Lorsqu'on parle de réglementation, je pense que c'est utile de repositionner quelques grands fondamentaux. Donc, dans ces fondamentaux, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, vous avez le Code civil, l'article 515-14, qui dit que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, etc. Et sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. C'est le texte, je dirais, fondateur dans notre droit français de l'utilisation des animaux. Dans les régimes qui les protègent, on va dire les lois qui les protègent, on va aller tout de suite dans le Code rural et de la pêche maritime, le L 214-3, et son dernier alinéa qui dit que on ne peut pas faire de mauvais traitements aux animaux, et il en est de même en ce qui concerne les expériences biologiques, médicales et scientifiques, qui doivent être limitées au cas de stricte nécessité. C'est là notre cadre de loi en France. Après, vous avez aussi un travail qui est dans le cadre européen. Je pense que ça, vous le connaissez tous, donc je vais très vite. La directive 2010-63 de 2010, comme elle dit dans son titre. Et cette directive est transposée aux articles R214-87 à 138 du même code. Si on reprend quelques éléments pour resituer ces questions, donc le décret est dans le code. Parfois, on parle toujours du décret. Je pense qu'il ne faut pas parler du décret, il faut clairement parler des articles du code parce qu'un certain nombre ont été modifiés. Les modifications sont assez marginales, mais la réglementation en vigueur, c'est celle qui est au code rural et pas la code. On a les 4 plus 1, donc 5 arrêtés qui définissent la mise en œuvre. On parle toujours des arrêtés de 2013. Je vais faire un peu de pédagogie, mais en fait, on en a un qui a été modifié en 2021 sur l'évaluation éthique et un qui vient d'être modifié très récemment à la fin 2025 sur les conditions d'agrément. Donc, ces 4 arrêtés définissent les conditions sur les animaux, les locaux, les projets et les personnes. Et puis, on a un article, je présente aussi comme dérogatoire au Code de la santé publique, qui permet aux établissements d'avoir accès aux médicaments. Si on reprend, et je dirais que c'est un peu la synthèse générale de cette réglementation, je la prends volontairement centrée du vision ministère de la Recherche. On part d'un projet comprenant des procédures. Donc le projet, c'est la base de l'autorisation. Je ne vous rappelle pas plus en détail qu'on a toujours ce seuil minimal équivalent à la piqûre d'une aiguille quand on est en douleur ou des seuils de souffrance. Donc ça, c'est l'entrée. Pour avoir une autorisation, il faut faire une demande avec un certain nombre d'éléments, depuis des informations administratives jusqu'au résumé non technique, j'en reparlerai un peu après. C'est envoyé au comité d'éthique dont dépend l'établissement, donc qui va donner un avis éthique, éventuellement après quelques échanges. Et là, cet avis, on s'attend à ce qu'il soit favorable. S'il n'est pas favorable, ça peut arriver, le ministère refusera l'autorisation de projet. Sur la base de l'évaluation éthique, au niveau du ministère, une équipe de 6 experts qui travaillent, je dirais, assez intensément, pour relire les éléments et s'assurer, sécuriser la décision du ministère. Et puis quand vous avez l'autorisation, c'est à ce moment-là que vous commencez à travailler. On n'utilise pas d'animaux sans autorisation. Et donc, vous rentrez dans la deuxième autorité compétente. Comme vous savez, cette directive, elle est à la fois suivie de la mise en œuvre par l'autorité ministérielle de la Recherche et par l'autorité ministérielle de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture contrôle la réalisation et ce contrôle de la réalisation prend en compte les 4 éléments que j'ai cités qui sont liés à ces arrêtés de 2013, l'autorisation de projet, l'agrément d'établissement. Donc, vous devez avoir un agrément valide pour pouvoir mettre en œuvre la décision d'autorisation de projet. Sans agrément valide, vous ne pouvez pas faire le projet. Les personnes qui travaillent doivent être compétentes, c'est-à-dire à jour de leur formation initiale, spécialisée, continue, et avoir les compétences validées pour les actes qu'ils réalisent. Et puis, les animaux doivent répondre aux différentes règles
les 12 espèces de l'arrêté de 2013 qui doivent provenir enfin, l'arrêté de 2021, par contre, modifié, doivent provenir d'établissements agréés. Je vous rappelle aussi, lorsque vous avez des souris qui proviennent d'un autre laboratoire qui a un agrément, c'est considéré comme un établissement agréé pour fournir. Donc, dans les statistiques, on retrouve ces éléments. La tenue de l'inventaire, et puis pour les primates, pour en reparler après dans la discussion, des animaux qui proviennent de colonies, enfin de deuxième génération ou de colonies entretenues sans apport extérieur. Dans certains cas, ce projet peut être soumis à une appréciation rétrospective. C'est obligatoire s'il y a des primates ou des procédures sévères. Et après, c'est la décision du comité d'éthique qui définit s'il y a besoin de cette appréciation. J'y reviens après aussi. Donc, pour résumer et pour synthétiser cette réglementation, est dans un cadre réglementaire issu de la directive de 2010. Au niveau européen, il est relativement stable. On a eu une décision d'exécution en 2020 qui a modifié les règles, je dirais, pour les résumés non techniques, la publication sur le site de l'Europe, qui a précisé les règles des déclarations statistiques, mais qui n'a pas changé le fond. Une directive déléguée en 2024 qui a précisé quelques éléments, j'y reviens un peu après, mais ça ne bouge pas. Notre cadre réglementaire, il est stable et aujourd'hui, la Commission, à plusieurs reprises, a répété que la directive n'est pas ouverte à révision. Ce n'est pas parce que le cadre est stable que les pratiques n'évoluent pas. On a cette dynamique de progrès. Juste pour conclure ces rappels réglementaires, on a donc notre arrêté du 15 novembre 2025, qui est le petit dernier, qui met en droit français la directive déléguée de 2024 et qui a introduit un certain nombre d'éléments. Tiens, il y a une coquille dedans. Les notions des plans d'urgence. Je renvoie vers le réseau national des structures de bien-être animal et pas des comités d'éthique, et ce qui a été présenté à la STAL. Des précisions sur des normes d'hébergement, des précisions sur les poissons, des précisions sur des espèces qui n'avaient pas de normes. Mais ça, c'est des compléments de ce qui était publié. Il n'y a pas eu de changement des normes et des règles. Et puis l'ajout de la méthode de mise à mort par choc hypothermique chez le poisson zèbre. Et tout ça, ça entre en vigueur le 4 décembre, donc on en approche. Donc voilà sur ce cadre et ces rappels réglementaires. Et après, on a des évolutions qui sont liées, je dirais, à la pratique, qui viennent des ministères, qui viennent de notre comité national. Notre comité national étant composé de deux éléments, la CNEA, ou Commission nationale de protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, et le comité national de réflexion éthique en expérimentation animale. Je pense que vous avez suivi l'actualité. Donc, la CNEA a été renouvelée l'année dernière, il y a un peu plus d'un mois maintenant, en mars 2025. Elle est présidée pour son deuxième mandat par Patrick Ververde et elle émet régulièrement un certain nombre de recommandations et de bonnes pratiques. Aujourd'hui, tous les documents CNEA ou CNREA sont accessibles sur le site. Alors, c'est par le site du ministère, il y a des pages CNEA et CNREA, et vous pouvez les voir. Les recommandations en vigueur, ce sont celles qui sont sur ce site. Je vais faire quelques focus sur quelques publications récentes. On a eu une recommandation de la CNEA en 2024 qui porte sur les actes sans réveil et quelque part qui complète celle qui précédait sur les perfusions in vivo, perfusion intracardiaque in vivo. Si on fait de manière très synthétique cette recommandation, elle dit que à partir du moment où vous faites un acte terminal, votre procédure se termine par un prélèvement sur un animal anesthésié, par exemple une ponction sanguine à l'aorte abdominale, vous rentrez dans le cadre de la chirurgie. Donc, il faut avoir des mesures d'une anesthésie, comme on renvoie vers le glossaire qui a été fait par la CNEA. L'anesthésie, c'est la perte de conscience, la narcose, c'est aussi l'analgésie, c'est sur ce point sur lequel il y a des discussions, et que les personnes qui réalisent ces actes doivent avoir une formation et doivent être qualifiées à la chirurgie. Il a été mis dans les recommandations, et c'est ce qui est suivi sur le terrain, un délai d'adaptation de 4 ans, 2024-2028. Une autre recommandation récente de la CNEA, donc décembre 2024, un petit peu plus d'un an, qui pose le cadre lié au tutorat. Je vous ai parlé d'arrêté de 2013 sur la formation et les compétences des personnes.
l'obligation des formations spécialisées et formations continues. Formations spécialisées sont toutes maintenant, ça veut dire qu'elles sont approuvées, c'est une formation approuvée par la CNEA et donc enfin, qui est approuvée par le ministère de l'Agriculture après avis de la CNEA. Et aussi, pour toute personne rentrant dans un animalerie, elle doit avoir un tutorat. Le tutorat, il peut être plus ou moins long en fonction de ses savoirs théoriques, pratiques. Et donc, ce tuteur est là pour valider et proposer faire suivre les compétences et proposer la validation par la personne du suivi des compétences de savoir-faire. Dans cette recommandation, il dit qu'il y a un tuteur, je dirais, un peu principal, qui est celui qui va recommander, qui va suivre la personne. Ce tuteur, c'est pas obligatoirement le responsable, c'est pas nécessairement le responsable du laboratoire, c'est vraiment quelqu'un qui sait faire. Et il peut être complété par d'autres tuteurs ou référents techniques selon la diversité des situations. Ça précise les documentations enregistrés. Donc voilà, ça c'est aussi des choses, c'est un cadre qui se met en place. Je pense que ça c'est un avis personnel. Je pense que cette recommandation elle est très utile. Ça fait déjà plus de 10 ans que le système de tutorat a été créé par la réglementation, mais elle met des éléments sur le terrain. Ça sera probablement amené à être enrichi dans le futur. Ça fait partie, je vous dis, de ces évolutions, de progrès, et des adaptations. Je profite là aussi pour prévenir tout le monde que la Commission européenne a travaillé depuis 3 ans sur une mise à jour du guide Education and Training Framework. Donc, vous savez, la Commission européenne, sur son site, vous pouvez trouver un certain nombre de guides. Il y avait eu un travail précédent qui était sur les animaux génétiquement altérés. Il a été mis à jour. Je reviens après, mais on l'a transposé, nous, dans la mise en pratique en France. On a ce guide Education and Training qui va arriver. Il est en cours de publication. J'ai pas de date, mais incessamment sous peu, il a été approuvé par les différents États membres. La CNEA a commencé à travailler sur ce document pour pouvoir mettre à jour et en pratique, 2 recommandations seront mises à jour. Alors ça prendra quelques mois, on n'est pas dans le temps de travailler, je dirais, de prendre le temps de la réflexion. La recommandation sur les approbations de formation, et puis la recommandation de 2018 sur la formation continue. Je pense que cette recommandation de 2018, elle a posé son cadre à 2018, fallait. Maintenant, on va l'enrichir à la fois d'un retour d'expérience et de ce guide. CNREA, donc sa mandature a été renouvelée un petit peu plus tôt, fin 2024, ça va faire presque 2 ans. Le président est aussi Pierre Mormet qui a été reconduit. Et dans ses recommandations, on a souvent le bilan d'activité des comités d'éthique. Là, on travaille et lundi prochain, on a la réunion du CNREA et donc on va regarder le bilan d'activité portant sur 2025. Un travail sur les appréciations rétrospectives et un travail sur évaluation éthique et évaluation scientifique. Juste un message que je veux passer. Lorsqu'on regarde les bilans et les différents depuis la création, donc depuis le premier qui portait sur l'année 2021, alors les données de 2025, j'aurais dû les mettre en pointillé parce qu'elles ne sont pas encore approuvées par le comité national, mais bon, les chiffres, ils sont déclarés. On regarde, vous avez en noir, ça c'est le nombre d'autorisations et de notifications dans lesquelles on demande une appréciation rétrospective. En rouge, celles qui nous sont déclarées par les comités d'éthique. On a un petit écart. Bon, on va travailler pour essayer de comprendre pourquoi on a ces différences. Et en vert, les comités d'éthique, dans leur bilan, nous disent combien ils en ont réalisé. Et on voit que depuis 5 ans, la courbe verte de réaliser est très inférieure à celle qui est en dessous, rouge ou noire. On a clairement un souci, notre taux de réalisation est autour de 60-65% selon comment on veut calculer. Ça, c'est un axe de progrès que nous, en tant que ministère, on attend. Et on tient à rappeler que l'autorisation, quand elle comporte une indication que ce projet est soumis à une appréciation rétrospective, c'est une obligation de la faire lorsque le projet est fini ou dans un délai de 12 mois, ou plus tard 12 mois après la fin de date de validité de l'autorisation, et que ce sont les établissements qui sont responsables. Les comités d'éthique rappellent et sollicitent les demandeurs de projets ou les responsables de mise en œuvre, mais c'est la responsabilité de l'établissement qui est engagée. Bon, voilà, je m'arrête là, mais c'est vraiment, ça peut être une difficulté pour l'ensemble du système. Donc voilà, j'avais oublié ça, une petite apparition. Donc voilà, l'obligation pour l'établissement utilisateur. On a eu aussi une publication
2024 de CNRA, 2024 si je me souviens bien, euh, sur l'évaluation éthique et l'évaluation scientifique. Ça, c'est un sujet qui est encore en cours de travail. L'évaluation scientifique, c'est le travail des comités scientifiques. L'évaluation éthique, c'est le travail des comités d'éthique. Mais on a un certain nombre de croisements dans ces domaines. Le point principal porte sur le choix des modèles, qui est à la fois une décision scientifique pour répondre à une question, mais aussi inclus dans l'évaluation éthique. Donc il y a un travail qui a commencé. On va être aussi très regardé, challengé sur la justification du choix et du recours aux animaux. Donc c'est important déjà quand vous avez un projet dans la partie, je dirais, des objectifs ou description du projet, de bien remettre le contexte. Si il y a eu des choses faites avant sur des méthodes non animales ou sur des méthodes alternatives et qu'on puisse avoir cette présentation globale et pas réduire uniquement la demande dans la demande d'autorisation la partie animale, de bien mettre le contexte. Le but n'est pas de décrire dans des procédures ce qui est fait in vitro, mais qu'on ait ces éléments de contexte. C'est un sujet, je dirais, qui est assez sensible pour la société et les différentes associations. Derrière cette notion de justification, voilà, vous voulez ramener le message que le remplacement est une attente très forte. Quand je dis une attente très forte, c'est une attente très forte des autorités réglementaires, qu'elles soient Commission européenne, qu'elles soient les États membres, mais aussi de la société et des chercheurs. Je renvoie à tout le travail qui est fait sur ce sujet par le FC3R. Et donc, on a eu au 1er juin la publication de cette Roadmap for Chemicals, qui est un des éléments de la réponse de la Commission européenne à l'initiative citoyenne européenne de 2021, si je me souviens bien, qui demandait en gros des mesures et l'harmonisation des différentes règles. Alors, la roadmap vient d'être publiée. Je pense que différentes autorités et puis aussi les différentes parties prenantes vont travailler dessus. Le grand principe qu'on retrouve dans ces différentes roadmaps, parce que là je parle de celle des chemicals, mais on en a, ça fleurit en ce moment, ces roadmaps, c'est toutes ces feuilles de route, c'est de définir en gros 3 grandes catégories sur les méthodes alternatives. Celles qui sont, on va dire, matures, qu'on peut mettre en place rapidement, le short term. Celles mid-term qui sont en train d'être validées, puis long term, c'est un petit peu là où il nous manque des éléments, et c'est des choses qui vont conditionner les appels d'offres et un certain nombre de programmes de recherche qui seront pilotés par la Commission. Un peu en miroir à ce qui est fait sur la Roadmap for Chemicals, donc elle cible très clairement le règlement REACH, il y a une initiative de l'espace européen de la recherche qui s'appelle l'URA-NAM, qui porte sur la période 2025-2027. En pratique, ça va être décalé un petit peu parce qu'elle a démarré effectivement qu'en 2026, qui elle aussi vise à aller vers une roadmap qui portera sur tous les domaines de recherche et aussi sur les produits pharmaceutiques. Et donc, elle est composée de 4 groupes. Un qui travaille sur le développement des NAM et les infrastructures, un sur la validation et l'acceptation, et puis 2 qui sont, j'allais dire communication, ce n'est pas le bon terme. Un qui est sur la formation des chercheurs, mais aussi des autorités, et puis un qui va être sur la communication et prévenir, donc qui est plus ouvert sur la société. Voilà, la France est rentrée dans cette action et je dirais qu'au niveau point de contact, j'en fais partie, et aussi Athanasia Soteropoulos, la directrice du FC3R, et Serban Morozan à l'INSERM. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous dire qu'aujourd'hui, l'aspect remplacement, développement des méthodes alternatives, c'est des questions qui sont sur le haut du panier. Quelques éléments, je dirais, plus pratiques, dans une grande généralité, de ce que l'on a fait ces derniers temps. Entre autres, à la fin de l'année dernière, on a mis en place, formalisé le système de modification d'une autorisation. Et ce qu'il faut essayer de bien comprendre dans ce schéma, c'est qu'on est parti sur dire, il y a ce qu'on fait entre le début de l'autorisation, le T0 est dans les 5 ans. Comme vous le savez, dans la réglementation, un projet, administrativement, ne peut pas être autorisé pour plus de 5 ans. Ça ne veut pas dire que la question scientifique ne peut pas être étudiée sur plus de 5 ans, mais l'autorisation formelle, elle est sur 5 ans. Et donc, on a distingué ce qui a lieu avant les 5 ans,
de ce qui va aller au-delà de 5 ans. Dans un cas, on parle de modification d'autorisation. Dans l'autre cas, on va parler de renouvellement. C'est un peu de sémantique administrative, mais c'est important parce que ça permet de dérouler un certain nombre d'éléments pratiques. On aura si on est dans une modification, le numéro et toute l'information est conservée. Et puis surtout, on va rentrer dans cette disposition qui est prévue par la réglementation d'une évaluation éthique dans les délais de 3 semaines. Ce délai, il est particulièrement court et particulièrement difficile pour les comités d'éthique qui font vraiment, enfin les 2000 personnes qui travaillent dans les comités d'éthique font un travail extraordinaire, sont vraiment engagés. Je veux les saluer. Et donc, ils vont centrer leur évaluation sur les modifications et c'est important de bien les rendre apparaître pour que ce travail soit le plus efficace possible. Et on aura sur une autorisation modifiée qui ne peut pas dépasser ce délai de 5 ans. Et puis, si vous avez besoin de dépasser, de prolonger, on va considérer que c'est une nouvelle demande. À ce moment-là, il y aura un nouveau numéro, c'est un nouveau fil de discussion, et l'évaluation éthique porte sur l'ensemble du projet, et donc à ce délai de 7 semaines, et ça sera une nouvelle autorisation. On demande juste pour faciliter le suivi que au moment où les délégataires ou responsables ou délégataires, au moment où ils créent la demande sur APAFIS, il donne bien la référence de l'autorisation précédente. Et pour la donner, faites le dièse et les 5 chiffres. Informatiquement, ça construit automatiquement les liens. Donc, c'est assez automatisé. Donc, si on reprend ce schéma, tout ça, c'est accessible sur Apafis et puis vous aurez la présentation. Il y a un processus de modification. La première étape du processus, quand vous voulez changer quelque chose dans votre projet autorisé, et c'est normal, et quelque part, qu'un projet change et qu'il évalue, c'est la vie normale en recherche. On part avec des hypothèses, des idées sur 5 ans, mais les faits nous font revenir sur ces éléments. Donc, vous prévenez votre SBA et elle va déjà regarder ça et se penser est-ce que ça a un impact négatif sur le bien-être animal ou pas. Si ça n'a pas d'impact sur le bien-être animal, elle enregistre et vous continuez. S'il y a un impact, eh bien à ce moment-là, vous faites une mise à jour. La question, c'est moins de 5 ans, plus de 5 ans. Si c'est moins de 5 ans, vous prenez le même formulaire, vous le mettez à jour. Sinon, vous repartez sur un formulaire et dans le 332, vous dites déjà là aussi, pour la traçabilité, quel était le numéro d'autorisation. Ça passe par votre délégataire, ça va au comité d'éthique, soit modification les 3 semaines, soit cette semaine. Si l'avis est défavorable pour une modification, ça veut dire que la modification est refusée, mais l'autorisation initiale reste valide, donc vous pouvez continuer votre projet sans modifier. Si l'avis est favorable, nous, au niveau du ministère, on émet soit une autorisation pour 5 ans, soit une nouvelle, pardon, je reprends. Soit on émet une modification de l'autorisation et on reste dans ce délai de 5 ans, soit on fait un renouvellement et là, on peut aller jusqu'à 5 ans. Dans tous les cas, l'appréciation rétrospective doit être faite au terme du délai de 5 ans. 2-3 mots sur les dérogations. Là, je pense que vous devez quand même être habitué. Ça fait maintenant 3 ans que ce système il est en place. Juste pour mémoire, les dérogations, ça porte uniquement sur des éléments prévus au code rural. Vous en avez la liste, vous pourrez la regarder. Certaines dérogations ne font pas l'objet d'un processus défini. Elles seront travaillées au cas par cas parce qu'elles sont particulièrement sensibles et que les autorités qui les ont à les instruire ne sont pas uniquement des autorités ministères. Et donc, vous avez les différents items de la date. Et là, c'est à peu près toujours le même processus qui est appliqué. Alors, vous renseignez dans votre date, aux items qui sont prévus, quels sont les éléments spécifiques qui correspondent à la dérogation. Le comité d'éthique évalue, il prend en compte la dérogation, parce que s'il y a une dérogation, c'est quand même qu'il y a besoin d'une dérogation, c'est qu'il y a des critères particuliers qui sont à remplir. Il va émettre un avis. On a une nouvelle version qui, elle, met ça de manière explicite. Nous, ministère, on va vérifier. On consulte les autorités compétentes, donc les autres ministères concernés. Et puis, si tout se passe bien, on autorise le projet dessus, on notifie les dérogations. Les 4 grands éléments dans toutes ces dérogations, c'est qu'il faut qu'elles soient nécessaires au projet. Il faut qu'il y ait une justification scientifique. Clairement, tout ce que l'on fait, nous, ministère de Recherche, sur les autorisations, c'est lié à des justifications scientifiques. Sans justification scientifique, il ne peut pas y avoir de dérogation. On a eu parfois des demandes en disant j'ai
J'ai besoin de mettre, je veux une dérogation aux normes d'hébergement parce que j'ai pas les tailles des cages, enfin, je n'ai pas la taille des cages qui correspond aux normes. Ça, c'est pas une justification scientifique. C'est à vous de trouver les moyens d'avoir des cages aux normes, soit en interne en les achetant, soit en collaboration avec d'autres. Derrière cette justification, il doit y avoir une évaluation de l'impact pour les animaux. Donc là, quand je dis l'impact, c'est l'impact sur le bien-être animal de ces dérogations, et puis vérifier que les mesures de raffinement sont bien adaptées à l'ensemble. En pratique, par exemple, sur les choses les plus classiques, les dérogations soins et hébergement, c'est précisé au point 4.5. On attend, donc dans le 1, là, il faut dire que quelles procédures elles sont, lesquelles concernées, la nature de la dérogation, les animaux qui sont concernés, et puis de donner les différentes raisons scientifiques. Donc pour des hébergements individuels, le contexte, les raisons scientifiques, le type d'hébergement, est-ce que c'est des hébergements individuels ou isolés, des cages à métabolisme, est-ce qu'il y a la cage est cloisonnée, est-ce qu'il y a des communications, quels sont les sens qui sont altérés, enfin pas altérés, mais les échanges qui ne peuvent pas avoir entre les animaux, ce sont des échanges de contact, toucher, visuel, odorat. Je vous renvoie aussi au travail qui a été fait par le réseau national des SBEA et ce qui a été présenté à Nantes l'année dernière. La durée, en heures, en jours, en semaines, combien d'animaux et les méthodes de raffinement. Et je dirais que ce schéma, vous l'aurez appliqué sur tous les systèmes de dérogation. Deux, trois mots, parce que ça fait partie des choses aussi que nous on a et qu'on retravaille souvent sur les animaux génétiquement altérés. Le point de départ de tout ça, c'est une modification du guide, comme je vous ai parlé des guides de la Commission européenne sur les animaux génétiquement altérés, la modification 2022. Là, je voulais remercier Karim Mesbah, qui était à l'époque expert à la cellule et qui a fait un gros travail sur ce sujet. On a eu un webinaire important et qui a permis d'avoir un guide et de le présenter. Donc, pour résumer et pour synthétiser, les animaux génétiquement altérés dans les demandes d'autorisation de projet, il y a différents cas mais où c'est nécessaire. Soit lorsque vous créez des lignées génétiquement modifiées, soit par, on va dire, par transgénèse classique, mais aussi par accouplement. Quelques cas particuliers qui peuvent être dispensés d'autorisation, c'est en cas d'accouplement, si c'est deux lignées à phénotype non dommageable, pour lesquelles on a toutes les raisons de penser que le phénotype résultant ne sera pas dommageable, ça ne nécessite pas d'autorisation a priori. Je vais revenir. Le maintien des lignées avec phénotype dommageable, si vous avez des lignées avec phénotype dommageable, qu'ils l'expriment ou pas, comme le cas des souris immunodéficientes, vous avez besoin d'une autorisation. Et puis, si votre méthode de génotypage est invasive, vous avez besoin d'une autorisation. Ce sont les trois cas. Et chaque fois que vous avez ces autorisations, vous devez vous poser la question, est-ce que les animaux génétiquement altérés, je dois les déclarer dans les statistiques? Si il a été génotypé par une méthode invasive, l'animal doit être déclaré. Si c'est une autorisation maintien digné avec phénotype dommageable, mais que le phénotype ne s'est pas exprimé, parce que mes souris immunodéficientes sont dans des conditions SPF, SOPF propres, il n'y a pas besoin de les déclarer, elles n'ont pas estimé. Elles n'ont pas exprimé le phénotype. Donc, une fois que vous avez créé vos animaux, vous devez évaluer le bien-être afin de répondre à la question, est-ce que ma lignée a un phénotype dommageable? Un certain nombre d'indicateurs. Travaillez ce sujet avec votre SBA, ils sont là pour vous aider, pour vous guider. Et en gros, le principe, il est ça. Si vous êtes sous le seuil minimal équivalent à la piqûre d'aiguille, c'est un phénotype non dommageable. Et à ce moment-là, vous élevez vos animaux sans besoin d'autorisation, toujours en appliquant les principes 3R de limiter aux besoins et avec le travail de la SBEA. Et puis ces animaux, ils seront à déclarer dans les statistiques quinquennales. Donc ça, c'est tous les 5 ans, on vient vous voir, on vous demande de déclarer répondre à 2 enquêtes de déclaration, les animaux utilisés dans les procédures, comme tous les ans, et puis les animaux utilisés, élevés et non utilisés dans les procédures. N'oubliez pas, la prochaine enquête quinquennale aura lieu en 2028 et elle portera sur l'année 2027. Donc, commencez à prévoir bien d'avoir les bons enregistrements en permanence et plus particulièrement sur 2027. Soit vous êtes égal ou supérieur au seuil, c'est un phénotype dommageable, et à ce moment-là, vous demandez une autorisation de projet pour l'élevage de ces animaux. Et dedans, bien entendu, quels sont les éléments spécifiques de prise en charge de ce phénotype. Donc, dans le maintien de ces lignées, je vous laisse lire, mais si le phénotype dommageable est spécifique, c'est un ensemble d'effets négatifs.
Vous pouvez avoir dans une même procédure plusieurs lignées d'animaux génétiquement altérés si le phénotype est de la même nature. Vous pouvez, je serai sur les souris immunodéprimées, élever et dire que dans ma procédure, j'élève des souris immunodéprimées, qu'elles soient null, ski, gamma négatif, hein, tous les différents, parce que ça va être quelque part les mêmes raffinements. Si vous avez des lignées qui expriment des cancers, des tumeurs, si c'est les mêmes natures de tumeurs, vous pouvez les mettre dans la même procédure. Mais vous ne mettez pas tumeur et immunodéprimé dans une seule procédure. Donc c'est vraiment derrière ça qu'on puisse voir de manière claire quels sont les éléments de raffinement. Donc mes souris immunodéprimées, c'est un élevage dans des conditions très propres. Donc voilà, si on fait simple, vous créez votre lignée, vous évaluez le bien-être, et si vous avez répondu oui à la question phénotype dommageable, au travers de ça, vous faites une demande d'autorisation de projet. Sur les génotypages, pour rééclaircir, je pense qu'il y a eu pas mal de communications, mais apparemment ça pose une question. La première chose, c'est l'identification, article R214-88, si je ne dis pas de bêtises, ce ne fait pas l'objet c'est hors champ, ça ne fait pas l'objet d'une autorisation. Donc, si votre première intervention sur l'animal sert à l'identifier, un punch à l'oreille, c'est l'identification. Et vous travaillez sur du tissu excédentaire, mais ce n'est plus un animal vivant, vous n'êtes pas dans le champ, il n'y a pas besoin d'autorisation. On rappelle, la pharyngectomie, on a mis non recommandé là, je vous renvoie à la recommandation du CNRA sur cette question. Si pour génotyper vos animaux, vous avez deux interventions, la première qui sert à identifier, par exemple, je reprends, vous avez fait utiliser une puce RFID, donc vous l'injectez sous la peau, c'est au-dessus le seuil, mais c'est de l'identification, ça ne rend pas besoin d'autorisation. Et puis, une deuxième intervention qui est prélèvement et qui permet de génotyper, je prélève quelques poils, un follicule pileux, où je fais un écouvillonnage de la cavité buccale, c'est sous le seuil, donc toute cette ligne-là, identification pas prise en compte, enfin, hors champ, et prélèvement génotypage sous le seuil, pas d'autorisation. C'est en gros ce qui est attendu. Si la deuxième intervention est au-dessus du seuil, un fragment distal de la queue, à ce moment-là, il vous faut une autorisation et de raffinement sur les nuisances des prélèvements. Donc voilà le résumé du tableau. On se pose d'abord la question de la création. S'il y a une modification en création, c'est une autorisation de projet. Si vous sélectionnez une mutation spontanée, ça va donner à cette lignée le caractère animal génétiquement altéré, même si ce n'est pas un OGM, et donc il faut une autorisation. Si c'est du croisement ou si c'est de la création, c'est le phénotype qui va définir. Puis après, en élevage, soit c'est phénotype dommageable, il faut l'autorisation. Après, on regarde la méthode de génotypage. On ne prend pas en compte l'identification. La pharyngectomie peut être autorisée dans certains cas, mais c'est lié à des objectifs scientifiques. Et donc, si en plus de l'identification, il y a un acte invasif, c'est autorisation. Et puis, quand vous allez utiliser vos animaux génétiquement altérés, si les actes expérimentaux sont sous le seuil minimal, pas d'autorisation. Et puis, s'ils sont au-dessus, il y a besoin d'une autorisation. Deux, trois mots sur ce qu'on travaille et ce que l'on réfléchit. Il faut que j'accélère parce que le temps passe. On travaille sur, alors ça a été annoncé plusieurs fois, ça a été beaucoup plus compliqué, entre autres sur l'informatique, sur les projets multisites. Pour faire très court, nos informaticiens, je pense qu'ils ont trouvé une solution sur l'identification. J'espère qu'à la rentrée, on pourra organiser un webinaire au niveau du ministère pour vous présenter ce qui est fait. L'idée étant d'avoir une seule autorisation et de ne pas avoir 2, 3, 4 demandes d'autorisation faites en parallèle. Et donc, ce sera une autorisation unique centrée sur les animaux qui sera faite par ce qu'on appellera un établissement porteur et qui sera notifiée dès sa création, enfin dès la demande, et donc aux établissements et au comité d'éthique des partenaires. Un sujet qui aussi commence, vous savez, pour les animaux pour les laboratoires qui travaillent sur les animaux de la faune non domestiques, donc animaux sauvages non tenus en captivité, il y a une note de 2013 qui définit les critères de mise en œuvre de cette réglementation. Les trois ministères en écologie, enfin, en environnement,
en recherche et agriculture ont constaté que voilà, on est 13 ans après cette note, elle est un petit peu désuète. Elle pose des difficultés d'interprétation, elle pose des difficultés pour les accès au ministère. Donc il y a un groupe de travail qui s'est mis en place, qui est piloté par deux experts du ministère et un expert du muséum, hein, Frédéric Jacot, Laurent Soulier pour le ministère et Thomas Trancard pour le muséum. Là, ils commencent à travailler sur le sujet, je l'ai dit, et donc on a une révision de cette note qui va arriver. Je vous en parlera le moment venu. On continue de travailler sur la notion de projet générique et activité de plateforme. Ça, ce sont les projets qui sont à la fois nécessaires et utiles par exemple, alors que ce soit pour les CRO, pour les études de tox ou le processus d'évaluation des études de toxicologie, d'évaluation de la sécurité. Les processus d'évaluation sont très normés, mais on ne connaît pas la substance, donc on n'a pas les effets. Ou pour des plateformes, parce que vous allez faire de l'imagerie sur une plateforme, la plateforme connaît son processus d'imagerie, mais elle n'a pas la finalité du projet. C'est ce qu'on va rentrer dans ces projets génériques, ces projets d'activité de plateforme. On va chercher à mieux préciser les définitions, les niveaux de détail attendus. C'est en lien aussi avec ces projets multisites. Plus on en a avancé sur ce sujet, plus on s'est rendu compte que c'est complexe. Donc, c'est encore en cours et j'espère que ça va déboucher. Enfin, on va travailler dessus. Voilà les grands sujets qu'on a. Pour conclure, quelques mots autour de communication et de transparence. Vous savez, hein, aujourd'hui, la transparence, c'est quelque chose qui est important, qui est attendu par la société, sur lesquels on progresse et on va continuer de progresser. On s'appuie, nous, déjà au niveau du ministère, par aussi des obligations, des outils de la Commission européenne. Les données statistiques, ben, elles sont toutes accessibles sur le site de la Commission, de façon plus détaillée que la présentation simple qu'on fait sur le site du ministère. Et ben voilà, par exemple, le genre de choses que vous pouvez suivre ou créer. Ça, c'est l'évolution du nombre d'animaux. Je le mets souvent parce que si vous faites le cumul des animaux qui sont déclarés tous les ans, on est très très stable. Et puis, comme dans beaucoup d'endroits, le diable, il est dans les détails. On voit que les animaux qui sont utilisés pour la maintenance des colonies montent, ont beaucoup monté. C'est à partir de 2021. C'est la mise en place et la déclinaison du guide sur les animaux génétiquement altérés, ce qui est dans la section 3. Et puis, on a une diminution des animaux que j'appelle directement utilisés dans les procédures, le nombre d'utilisations, et c'est ce qui est utilisé dans la section 2. Alors, je ne sais pas si c'est une causalité ou une coïncidence, mais ça a commencé à diminuer quand le FC3R s'est mis à travailler. Peut-être que ce n'est pas toute la cause du FC3R, mais je pense qu'il y a contribué. Donc, c'est une manière de saluer, de montrer par des données objectives qu'il s'est passé des choses avec la création du FC3R. Alors, je vais quand même aussi défendre mon ministère. Le FC3R, il a été créé par la loi de programmation de la recherche de 2020, donc le ministère a aussi participé à cette action. Plus sérieusement, les statistiques sont disponibles, mais aussi les résumés non techniques. Le jour où on met sur la plateforme l'autorisation, vous avez immédiatement, en tant qu'établissement, ainsi que les comités, la notification, mais on envoie le résumé non technique à la commission, enfin quasi synchrone, et à J+1, il est publié. Vous avez maintenant tous ces résumés qui sont accessibles avec des tableaux de bord. Ça va faire 6 mois que la commission a développé ces tableaux de bord qui synthétisent l'information, mais aussi qui facilitent les accès et la recherche. On est vraiment sur de la transparence. J'en profite pour dire que pour essayer d'aller plus vite dans nos évaluations, on a indiqué à tous les établissements que maintenant, au niveau ministère, pendant 3 ans, on a fait un gros travail d'accompagnement, de relecture des résumés non techniques, d'expliquer ce qui était attendu. Maintenant, c'est au bout de 3 ans, voilà, on a appris à écrire ces résumés. La main est vraiment aux établissements. C'est vous qui êtes responsable de ce que vous transmettez comme information, de ce que vous mettez à disposition du public. Donc faites attention à ce qu'il n'y ait pas de nom de personne, rien qui permette d'identifier. C'est vous qui êtes aussi en première ligne, hein. Et puis, ne pas mettre des données qui sont sensibles, entre autres en termes de propriété intellectuelle. Donc, même si on a une possibilité de correction, ça m'est arrivé de le faire. C'est pas que je dis que je veux le faire souvent parce que c'est un processus qui est toujours très lourd. Il faut que je m'explique avec la commission pourquoi je retire un résumé non technique. Mais je sais que c'est faisable, mais
on ne revient pas en arrière. À partir du moment où il a été mis à disposition, il est ouvert, il est lu. Et ça, on ne peut pas revenir en arrière. Donc faites très attention à la rédaction de ces résumés non techniques. Voilà, j'ai tenu presque un petit peu plus que la demi-heure, mais ça, c'est pas la première fois que je dépasse. Je voulais remercier toute l'équipe, les plus anciens, les plus historiques, les nouveaux arrivants. Et bah, je pourrais aussi vous dire, vous serez peut-être un peu en contact avec lui, Alexandre Castagna, qui a rejoint maintenant, il y a 10 jours, la cellule AFIS, qui est notre petit newbie. Donc, nous sommes en train de former, ne me mettez pas sous pression tout de suite. Et vous avez la liste des experts qui est soulignée. Merci.